Lors du dîner de famille de dimanche dernier, j'ai appris quelque chose que j'aurais probablement dû comprendre depuis longtemps. Le moment où les gens arrêtent de vous considérer comme un membre de la famille et commencent à vous traiter comme une étrangère. Cela n'arrive pas toujours avec une grosse dispute ou un éclatement dramatique. Parfois, cela arrive lentement, avec désinvolture, par une insulte anodine censée n'être qu'une blague, un commentaire en passant qui arrache quelques rires polis, et une table pleine de visages familiers qui soudainement devient étrange. Et le pire, c'est que vous souriez à travers tout ça. Pas parce que vous allez bien, mais parce que vous essayez de ne pas leur montrer qu'ils vous ont touché. Je m'appelle Clara. J'ai 28 ans et je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place dans ma famille. Pas parce que je suis la brebis galeuse avec un casier judiciaire ou un passé sulfureux. J'ai juste pris un chemin différent de celui qu'ils attendaient. Je ne suis pas allée dans une grande université parisienne, je n'ai pas décroché un poste bien rémunéré en finance ou en droit comme mon frère aîné, et je ne suis certainement pas devenue le trophée familial ambulant comme ma sœur, Mathilde. Elle a 26 ans, à peine 2 ans de moins que moi, et a réussi à devenir à la fois la préférée de maman et l'écho de papa. Elle a suivi le scénario familial à la lettre, mention très bien au lycée, diplôme en école de commerce, fiancée à un gars d'une famille respectable, et maintenant elle occupe un poste de marketing de niveau intermédiaire qui est traité comme si elle réinventait personnellement le capitalisme. Pendant ce temps, moi, je gère une petite entreprise de restauration d'antiquités en ligne. Je l'ai lancée moi-même, depuis mon garage. Et oui, ce n'est pas glamour, mais c'est à moi. Je prends des objets oubliés, cassés, et je leur redonne vie. Des chaises, des horloges, de vieilles radios, même des bornes d'arcade vintage. Vous seriez surprise de voir combien les gens sont prêts à payer pour restaurer un souvenir. Mais pour ma famille, ce n'est pas un vrai travail. C'est juste un passe-temps dont je n'ai pas réussi à me défaire. Le dîner ce soir-là devait être une simple mise à jour familiale chez mes parents, quelque chose que nous faisions tous les 2 mois. Papa a fait griller des steaks. Maman a préparé ses 2 lasagnes habituelles, un peu sèches, pour être sûre. Et mon frère, Julien, avait amené sa femme et leurs 2 enfants, qui ont immédiatement pris le contrôle du salon avec leurs tablettes et leurs biscuits apéritifs. Je suis arrivée à l'heure, j'ai apporté une bouteille de vin et même un centre de table fait main. Je pensais que maman aimerait un chemin de table style vintage avec des ronds de serviettes en laiton poli que j'avais restauré à partir d'une vieille vente domaniale. Elle y a jeté un coup d'œil, a souri crispé, et a dit « C'est gentil, ma chérie, mais on ne fait plus trop dans ce style rustique. » J'ai mis ça de côté. Je suis devenue douée pour mettre les choses de côté. Mais ensuite, Mathilde est entrée, et tout a changé. Elle a fait une entrée comme si elle arrivait à la première d'un film. Sourires éclatants, jetant ses cheveux en arrière, et tenant la main d'un gars que personne d'entre nous n'avait rencontré auparavant. Il ressemblait à quelqu'un tout droit sorti d'une publicité Instagram pour un parfum. Grand, mâchoire ciselée, chaussures de créateur qui coûtaient probablement plus cher que l'assurance mensuelle de ma voiture. Mathilde rayonnait presque, le présentant. Tout le monde, voici Paul. C'est consultant. On s'est rencontrés lors d'un événement de réseautage le mois dernier. Un consultant ? Bien sûr. Personne ne sait vraiment ce que font les consultants, mais ça sonne cher. Alors, mes parents ont été immédiatement impressionnés. Oh, c'est merveilleux, a gazouillé maman, se penchant pour un double bisou sur la joue. C'est si agréable de rencontrer enfin quelqu'un que Mathilde amène à la maison. Ça veut dire quelque chose, vous savez. Papa lui a serré la main et lui a tapé dans le dos comme s'ils se connaissaient depuis des années. Julien lui a adressé un demi-sourire tout en jonglant avec son tout petit. Même les enfants ont levé les yeux de leur tablette une seconde avant d'être de nouveau distraits. Je me suis levée, j'ai souri poliment, j'ai tendu la main. Clara, la sœur aînée. Enchantée de vous rencontrer. Paul m'a serré la main et a hoché la tête. Enchanté de vous rencontrer aussi, mec. J'ai entendu parler un peu de toi. J'ai haussé un sourcil. Toutes de bonnes choses, j'espère ? Mathilde a ri un peu trop fort. On verra après ce soir. Ce n'était qu'un commentaire. Petit, facile à ignorer, alors j'ai ri aussi, même si mon estomac s'est un peu noué. J'ai mis ça sur le compte des taquineries fraternelles.
Rien de neuf. Nous nous sommes tous assis pour manger. La table était pleine. Julien et sa femme à une extrémité, maman et papa en face l'un de l'autre, et Mathilde et Paul assis juste à côté de moi. Alors que nous passions les plats et essayions d'avoir une conversation polie, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois que Paul disait quelque chose, une anecdote décontractée sur un vol à Lyon pour une réunion client ou un livre qu'il était en train d'écrire parce qu'apparemment tout le monde écrit un livre maintenant, la famille s'illuminait, riait, posait des questions, s'engageait. Quand j'intervenais avec un commentaire sur une restauration sur laquelle je travaillais pour un collectionneur en Bretagne ou un travail personnalisé que j'avais fait pour un plateau de tournage, il y avait cette pause comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet, puis quelqu'un redirigeait la conversation, posait une autre question à Paul ou passait à la promotion récente de Mathilde. C'était subtil mais pas assez subtil pour passer inaperçu. J'ai fixé mon assiette, mâchant lentement, disant moins de choses. J'ai appris à lire dans la salle. Une partie de moi s'accrochait à l'espoir que peut-être, juste peut-être, j'imaginais les choses. Cet espoir s'est envolé lorsque Paul, à mi-chemin du repas, s'est tourné vers moi et a demandé « Alors, Clara, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je n'ai même pas eu le temps de prendre une bonne inspiration. Avant que je puisse parler, maman est intervenue avec un sourire crispé. « Oh, ne lui demande pas ça, chère. Elle pourrait parler pendant des heures de rouille, de peinture et d'outils. Tu ne veux pas entendre ça. » Tout le monde a gloussé. Julien a eu un petit reniflement. « À moins que tu ne cherches une nouvelle table basse des années 70, peut-être. » Mathilde, sans sourciller, a siroté son vin et a dit « Dis-lui de mentir cette fois pour ne pas avoir l'air si pathétique. Dis juste que tu es dans le design ou quelque chose comme ça. » J'ai gelé. La pièce a ri à nouveau doucement, comme s'il savait que c'était méchant, mais pensait que c'était tout pour le plaisir. Paul avait l'air mal à l'aise, mais pas assez pour dire quoi que ce soit. Mes mains se sont serrées sous la table. J'ai regardé autour de moi, attendant que quelqu'un, n'importe qui, dise qu'il fallait lui dire d'arrêter, que c'était trop. Personne ne l'a fait. J'ai forcé un sourire. Le même que j'avais perfectionné au fil des ans en étant la déception. Bien sûr, ai-je dit, la voix légère. Disons le design. Ça sonne plus mystérieux. Encore quelques gloussements. Mon père s'est éclairci la gorge et a demandé à Paul quelque chose à propos de la bourse. Comme ça, j'étais de nouveau effacée, mais je ne souriais pas vraiment. J'étais en train de calculer. Et tandis qu'ils riaient tous et se passaient le pain à l'ail, aucun d'eux n'a remarqué le changement dans mes yeux, le scintillement derrière mon sourire, la respiration lente et subtile que j'ai prise alors que quelque chose en moi, quelque chose que j'avais gardé silencieux trop longtemps, se redressait enfin parce que ce n'était plus juste un dîner. C'était la dernière fois qu'ils riraient de moi sans conséquence. Et ils ne l'ont même pas vu venir. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. J'ai quitté le dîner de bonne heure, j'ai dit que j'avais une réunion client le matin. Un mensonge, et j'ai conduit dans la ville pendant 1 heure, vitres baissées et sans musique. Juste réfléchir, laissant les mots se répéter dans ma tête comme s'ils étaient coincés sur un disque rayé. Dis-lui de mentir cette fois pour ne pas avoir l'air si pathétique. On m'avait traité de beaucoup de choses au fil des ans. Trop silencieuse, trop sensible, une rêveuse, bizarre, même déception. Une fois, ma mère ne l'a jamais dit à voix haute. Elle a juste dit qu'elle aurait préféré que je sois plus comme Mathilde ou plus stable comme Julien. Ce qui, soyons honnêtes, n'est que la façon polie de dire « tu n'es pas ce que je voulais ». Mais cette nuit-là, c'était nouveau. C'était direct. C'était humiliant. Et ce qui m'a le plus brûlé, ce n'était pas seulement le commentaire de Mathilde. Ce n'était même pas que tout le monde ait ri comme si elle animait une soirée micro ouvert. Ce qui m'a vraiment affecté, c'est à quel point c'était normal pour eux. À quel point c'était décontracté. Comme si c'était mon rôle désormais, la fille à table sur laquelle ils pouvaient taper pour se sentir mieux. J'ai commencé à rejouer tous les petits moments de ces dernières années. Les fêtes où ils oubliaient de mentionner l'heure du dîner changée. Les anniversaires où je recevais des chèques cadeaux de station-service pendant que Mathilde recevait des bijoux. La façon dont Julien agissait toujours comme si je vivais dans une cave quelque part, même si je suis propriétaire de ma propre maison. Chaque moment que j'avais mis de côté, que j'avais balayé d'un revers de main,
en me disant que ça ne valait pas le coup de faire une scène. Je les voyais différemment maintenant, comme des pièces de puzzle que je n'avais pas réalisé qu'elles faisaient toutes partie de la même image. Et l'image ressemblait beaucoup à quelqu'un qui se fait pousser hors de sa propre famille. Alors oui, quelque chose a changé cette nuit-là. Je n'ai pas crié. Je n'ai envoyé aucun message dramatique. J'ai juste arrêté d'espérer. J'ai arrêté d'attendre qu'ils me voient, qu'ils me comprennent, qu'ils me traitent comme si j'avais de l'importance. Et aussi étrange que cela puisse paraître, il y avait quelque chose de bizarrement libérateur dans cela. Mais la vie a continué, du moins pendant quelques semaines. Je suis retournée au travail. Quelques nouvelles commandes sont arrivées. Une d'un collectionneur restaurant des jukebox des années 60. Une autre d'un hôtel-boutique du centre-ville qui voulait que tout son hall soit refait avec des pièces du milieu du siècle. Le genre de travail dont j'avais l'habitude de vouloir parler à ma famille. Le genre de choses dont j'étais fière. Cette fois, je n'ai rien dit jusqu'à ce que le SMS arrive. Dîner dimanche prochain. Tout le monde vient. Paul fait sa demande en mariage et veut la famille présente. C'était tout. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « J'espère que tu es libre ». Juste une déclaration comme si j'étais un siège sur la liste des invités, pas une personne. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute. C'était tellement elle, tellement Mathilde, d'en faire un spectacle. Bien sûr qu'il faisait sa demande avec toute la famille présente. Bien sûr qu'il y aurait des photos, des discours et du champagne. Je pouvais déjà imaginer les légendes. Elle a dit oui. Notre petite fille est toute grande. Tellement chanceux d'accueillir Paul dans la famille. Et je serai là en arrière-plan, à moitié visible, tenant probablement le manteau de quelqu'un. J'ai failli ne pas y aller. J'ai vraiment pensé disparaître, ne rien dire. Partir en week-end, mais quelque chose m'a retenu. Pas la curiosité, pas la culpabilité, juste le besoin de le voir. Pour enfin me confirmer que tout lien qu'il nous restait était parti depuis longtemps. Dimanche est arrivé et cette fois je me suis habillée, pas dans une tentative désespérée de les impressionner, juste assez pour me sentir en contrôle. Chemise boutonnée noire propre, pantalon repassé, nouvelle montre que je m'étais achetée il y a 6 mois, mais que je n'avais jamais portée. J'ai même coiffé mes cheveux, ce qui, pour moi, était une révolution borderline. Quand je suis entrée, j'avais 10 minutes d'avance. Julien était déjà là, comme d'habitude. Sa femme m'a fait un signe de tête et s'est rapidement reconcentrée sur son téléphone. Les enfants étaient sur le canapé, regardant un dessin animé à plein volume. Mon père était dehors en train de faire griller et maman était dans la cuisine, dirigeant tout le monde comme si elle gérait un mariage. Rien de nouveau. Puis Mathilde est entrée, rayonnante comme un projecteur. Paul juste derrière elle. Elle portait une longue robe vert foncé comme si elle allait assister à une cérémonie de remise de prix. Et lui, il portait un blazer bleu marine ajusté et le même sourire suffisant que la dernière fois. Ils se sont immédiatement dirigés vers le salon, absorbant les compliments. J'ai regardé tout ça de côté. Je n'ai même pas essayé de m'insérer. Le dîner a commencé maladroitement, les petites conversations habituelles. Julien a parlé sans fin du nouveau lancement de logiciel de son entreprise. Maman s'est vantée des arrangements floraux qu'elle avait choisis. Papa a continué d'essayer d'expliquer à Paul la bonne façon de faire griller, et Paul riait avec lui, même si je pouvais dire qu'il n'était absolument pas intéressé. Puis c'est arrivé. Mathilde s'est levée, a tapoté son verre avec une cuillère et a dit « Bon, tout le monde, avant de manger le dessert, Paul a quelque chose qu'il veut dire. » Soupir, applaudissements. Les enfants ont levé les yeux de ma mère étaient déjà remplis de larmes comme si elle les avait répétés. Paul s'est levé, a sorti une petite boîte de son blazer et a commencé un discours sur l'amour et le destin et comment ils savaient depuis leur premier rendez-vous. Puis il s'est tourné vers Mathilde, s'est mis à genoux et a posé la question. Elle a poussé un cri, a dit « oui ». Ils se sont embrassés. Tout le monde a explosé de joie. Le champagne a sauté. Maman les a serrés tous les deux dans ses bras comme si elle venait de gagner à la loterie. Julien a même applaudi comme s'il était à un match. Je suis restée assise, j'ai souri, j'ai applaudi une fois, j'ai dit « félicitations » quand il semblait approprié.
Puis Paul a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est tourné vers moi. Je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé, Clara, a-t-il dit. Mais j'espère apprendre à mieux te connaître. Mathilde dit que tu es super créative et que tu fais des choses cool avec les meubles. J'ai cligné des yeux. Mathilde a eu l'air légèrement mal à l'aise mais n'a rien dit. J'ai hoché lentement la tête. Oui, quelque chose comme ça. Paul m'a lancé un sourire gêné, puis a jeté un coup d'œil à Mathilde. Elle m'a dit que tu avais fait une commode pour un musée une fois. Ça semble plutôt impressionnant. Cela a fait réagir Mathilde. Oh, il exagère. Ce n'était qu'une petite pièce pour une exposition locale. Rien de majeur. Maman est intervenue. Oui, ne confondons pas une vitrine avec une caractéristique permanente, mais c'est gentil de ta part de montrer de l'intérêt, Paul. Ils ont ri tous les deux et c'était ça. C'était le moment. Quelque chose s'est brisé en moi parce que ce n'était pas seulement une question de travail. Ce n'était pas seulement une question d'être sous-estimé. C'était la manière dont il le faisait. Toujours avec un sourire. Toujours avec de l'inquiétude ou des corrections. Toujours en transformant chaque chose décente que je faisais en quelque chose de risible, de négligeable. Comme si même lorsqu'un étranger essayait de me donner du crédit, il ne pouvait pas le permettre. Je me suis levée calmement. Ma fourchette a cliqueté contre mon assiette. En fait, ai-je dit, la voix égale. C'était pour un musée, une exposition privée organisée. Ils m'ont engagé pour restaurer un bureau d'écriture du XIXe siècle qui avait appartenu à un sénateur d'État. C'était la pièce maîtresse de toute la salle. La salle est devenue silencieuse. Mathilde a cligné des yeux. Eh bien, oui, mais... Et la semaine dernière, je l'ai interrompu. J'ai signé un contrat avec une chaîne hôtelière qui rénove cette propriété sur des thèmes vintage. Je vais m'occuper des restaurations personnalisées pour toutes. Donc, ce n'est pas juste un hobby. Le silence est devenu plus épais. Paul avait l'air vaguement impressionné. Julien avait l'air légèrement irrité, comme si j'avais gâché l'ambiance. Mon père a bougé sur son siège. Ma mère m'a lancé ce sourire brutal que je connaissais trop bien. Celui qui signifiait qu'elle dirait quelque chose de passif-agressif dans 32 secondes. Eh bien, nous sommes heureuses pour toi, chérie, a-t-elle dit. Mais ce soir, c'est pour Mathilde. Ne faisons pas dérailler la célébration. J'ai laissé cela s'installer. Puis je me suis tournée vers Mathilde. Tu ne te demandes jamais ? Ai-je demandé. Pourquoi tu ne peux pas parler de moi sans ajouter une petite insulte après chaque phrase ? Mathilde a haussé un sourcil. De quoi parles-tu ? Peut-être mentir cette fois pour ne pas avoir l'air pathétique, ai-je cité. Ça te dit quelque chose ? Ses joues sont devenues rouges. C'était une blague. Non, ai-je dit, reculant d'un pas, ce n'était pas le cas. Ce n'est jamais le cas. Pas quand ça vient de toi. Pas quand ça vient de vous tous. Maman s'est levée maintenant, sentant que les choses avaient changé. Clara, ne commençons pas un drame. J'ai croisé son regard. Non, ayons-le enfin. J'ai pris une respiration. J'en ai fini de prétendre que je n'entends pas ce que vous pensez vraiment. J'en ai fini de jouer la fille silencieuse, polie, invisible qui sourit pendant que vous érodez tout ce qui reste de mon amour-propre. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de moi, de me parler de haut, de réécrire ma vie devant des inconnus, puis de vous attendre à ce que je vienne applaudir quand vous me le dites. Ma voix n'était pas forte, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Mathilde a ricané. Waouh. D'accord. Quelqu'un fait une crise. Je me suis tournée lentement vers elle. Tu as passé ta vie à construire un piédestal à base d'éloges et de favoritisme et tu as réussi à regarder tout le monde de haut depuis. J'espère que Paul apprécie la vue. Elle s'est figée. Même Paul semblait pris au dépourvu. Je me suis tournée vers la porte. Je m'en vais. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous embarrasserai plus. Ni en venant, ni en étant moi-même. Et puis, juste au moment où j'allais prendre mon manteau, ma mère a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Eh bien, ne t'attends pas à être invité au mariage si tu ne peux pas te comporter comme un adulte. J'ai gelé, me suis lentement retournée,
et le regard que je lui ai lancé devait dire tout ce que je n'avais pas besoin de dire. Car à cet instant, je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste ouvert la porte, suis sortie, et j'ai marché dans l'air froid comme si je respirais enfin à nouveau. Et aucun d'eux ne savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Je n'ai pas pleuré en voiture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas frappé le volant. Je n'ai même pas appelé un ami pour me plaindre. Je suis juste restée là, agrippant le volant, le moteur ronronnant doucement sous moi, fixant la rue sombre de la banlieue devant la maison de mes parents. La lumière du Porsche brillait d'un jaune doux derrière moi comme un projecteur sur une scène que je venais de quitter. Je me sentais vide. C'est ça, le truc avec le fait d'atteindre sa limite émotionnelle. Cela ne ressemble pas toujours à une dépression. Parfois, c'est de l'engourdissement. Parfois, c'est juste du silence, comme si votre corps et votre esprit s'étaient tous deux éteints pour vous empêcher de vous effondrer en public. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste le bruit des pneus sur le bitume et mon souffle qui se coupait de temps en temps lorsque mes pensées essayaient de revenir à cet instant. Ne t'attends pas à être incluse au mariage, comme si j'étais une enfant à qui il fallait donner une leçon. Ma propre mère venait de me dire que j'étais remplaçable. Et le pire, c'est que je le croyais un peu. Les jours suivants ont été flous. J'ai fait semblant, je me suis levée, j'ai préparé du café, j'ai ignoré mon téléphone, je suis entrée dans mon atelier et j'ai fixé d'un regard vide le fauteuil que je devais finir de retapisser. J'avais des commandes, des emails, même quelques messages vocaux de clients précédents. L'un d'eux m'annonçait avec enthousiasme qu'il m'avait recommandé à un magazine qui écrivait un article sur le design de meubles vintage. Mais je m'en fichais. J'avais l'impression que tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce que j'avais construit, ne comptait soudainement plus. Comme si tout cela n'était que du papier mince au moment où ma famille l'a rejeté avec une blague. À quoi bon créer de belles choses si les personnes qui étaient censées croire en vous le considèrent comme une blague ? J'ai cessé de consulter Instagram, j'ai mis en pause toutes les nouvelles commandes, j'ai laissé les messages s'accumuler. Je n'étais pas triste, pas exactement. J'étais fatiguée, pas seulement d'eux, mais d'être toujours celle qui devait surmonter ça, ravaler son orgueil, jouer les médiateurs, ou minimiser mon propre succès juste pour éviter d'être qualifiée de dramatique. Pendant des années, je me suis dit qu'un jour il changerait, que j'y arriverais et qu'il me verrait enfin, qu'il m'accepterait. Mais ce dimanche a prouvé quelque chose que j'aurais dû apprendre il y a longtemps. Certaines personnes ne veulent pas vous voir réussir à moins qu'elles ne puissent en tirer crédit. Une semaine est passée, puis une autre. Je n'avais plus de nouvelles d'aucun d'entre eux. Ni de Mathilde, ni de Julien, même pas de ma mère. C'était comme si j'avais été rayée du scénario familial. Une figurante oubliée qui a quitté le plateau. Et ça a fait mal. Je mentirais si je disais que ce n'était pas le cas. Mais quelque chose d'étrange s'est produit dans ce silence. Sans le bruit constant d'essayer de les impressionner, d'essayer d'être à la hauteur, j'ai commencé à m'entendre à nouveau. Cela a commencé modestement. Un matin, j'ai préparé du café, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai ouvert un message que j'ignorais depuis des jours. C'était d'un homme nommé Arthur, qui dirigeait un atelier de restauration de luxe dans le nord de la Nouvelle-York. Il avait vu certains de mes travaux par l'intermédiaire d'un client commun et voulait parler d'un partenariat. J'ai failli le supprimer. Puis je ne l'ai pas fait. J'ai répondu par un court message et j'ai organisé un appel pour l'après-midi suivant. Je me suis dit que j'allais probablement me désister, mais je ne l'ai pas fait. Quand l'appel est arrivé, Arthur s'est avéré être un gars plus âgé, calme et gentil, dans la soixantaine, avec une voix rocailleuse et des histoires à raconter pendant des jours. Il était dans le métier depuis plus de 30 ans et a dit que mon travail lui rappelait ses débuts. Souci du détail, passion pour l'histoire, pas de raccourci. Il m'a dit qu'il prenait sa semi-retraite et qu'il cherchait quelqu'un de plus jeune pour collaborer, quelqu'un qui pourrait prendre en charge les clients en surcharge, peut-être même aider à former des apprentis à l'avenir. Je sais que ça semble soudain, a-t-il dit vers la fin de l'appel, mais le bon savoir-faire est rare. La passion est encore plus rare. Je me fiche des diplômes que tu as. Ce que je vois dans ton travail, c'est quelqu'un qui s'en soucie vraiment. C'est ça qui compte.
Je n'ai rien dit au début parce que personne n'avait jamais formulé les choses de cette manière auparavant. Cet appel a fait un déclic. Pas un fort, juste un doux clic comme une ampoule qui se rallume dans un grenier sombre. Au cours des semaines suivantes, j'ai recommencé à travailler. Tranquillement, régulièrement, j'ai fini le fauteuil, je l'ai envoyé à un client à Charleston, qui m'a envoyé un paragraphe complet par email sur la façon dont il l'avait fait pleurer en le voyant en personne. J'ai accepté l'offre d'Arthur de prendre en charge 2 de ses clients, et l'un d'eux s'est avéré être un architecte d'intérieur à Chicago qui m'a immédiatement réservé pour d'autres projets. J'ai recommencé à publier, mais pas pour les likes, juste pour partager. Des pièces dont j'étais fière, des détails que j'aimais, des histoires derrière chaque objet, et les gens ont réagi plus que jamais. Les commentaires ont afflué, les commandes se sont empilées. Même une petite chaîne de design sur YouTube a présenté mon travail dans un court segment sur les artisans qui le font encore à la main. Et lentement, j'ai commencé à me sentir différente. Pas réparée, pas invincible, juste stable. Il y a eu un moment, environ un mois après le dîner, où je me suis surprise à siffloter en ponçant un plateau de table en acajou. C'était une petite chose, à peine perceptible, mais cela m'a arrêté net parce que je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais fait ça. Ce n'est que mi-avril que Mathilde m'a recontacté. Elle m'a envoyé un SMS sans crier gare. Mathilde, salut, mariage le 10 juin. On envoie les invitations officielles la semaine prochaine. Dis-moi si tu viens. C'était tout. Pas d'excuses, pas de suivi, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé, juste un rapide message pour savoir si j'étais là ou non, comme si elle répondait à un événement professionnel. J'ai fixé l'écran un moment, puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. Je n'ai pas répondu, pas tout de suite du moins. Au lieu de cela, j'ai continué à travailler. J'ai fini un ensemble de tables d'appoint personnalisées, j'ai aidé Arthur à organiser un atelier pour jeunes designers. J'ai même pris la parole lors d'un panel à un salon de design local. Moi, quelqu'un qui détestait parler en public. Les gens sont venus me voir après, ont posé des questions sur mon processus, ont complimenté mon savoir-faire. Personne n'a ri. Personne ne m'a coupé. C'était réel. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu l'invitation officielle par la poste. Enveloppe crème, lettrage doré, grand nom en cursive, Mathilde et Paul. Mon nom était imprimé en bas. Clara Blake. Pas d'invité, pas de mots, juste la carte de réponse et une liste de la tenue vestimentaire et des horaires attendus. Pendant un instant, j'ai failli la jeter. Mais ensuite, j'ai eu une idée. Une petite. Calme mais perçante. La même semaine, j'ai reçu un appel d'un producteur d'une chaîne de décoration et d'art de vivre bien connue. Il lançait une nouvelle série sur les artisans en petite production et voulait présenter quelques experts en restauration. Quelqu'un avait envoyé ma page Instagram. Le producteur a été direct. Nous adorons votre esthétique. Elle est rare, réfléchie, authentique. Nous pensons que vous seriez un excellent ajout. Nous avons organisé un appel vidéo. Elle m'a posé des questions. J'ai répondu avec désinvolture. À la fin, elle a souri et a dit, « Vous savez, nous filmons également un segment sur place lors d'un grand mariage cet été, lieu de luxe, très vieille école. Il présente des éléments de design sur mesure dans tout l'espace. Seriez-vous intéressé à contribuer ?» J'ai cligné des yeux. Un mariage ? Elle a hoché la tête. Oui. Mise en scène de meubles, supports floraux, peut-être 1 ou 2 pièces maîtresses. Nous mettrons votre nom au générique. Cela pourrait être une bonne exposition. J'ai demandé la date et le lieu. Elle me les a donnés et j'ai failli éclater de rire. C'était le même lieu que Mathilde avait indiqué sur son invitation. C'est là que tout s'est mis en place. Pas la vengeance, pas la méchanceté, juste la clarté. Parce que pour la première fois depuis très, très longtemps, je tenais enfin le stylo et j'avais une histoire à écrire. J'ai répondu oui, mais je ne leur ai pas dit comment j'arrivais. Et je ne leur ai certainement pas dit pourquoi. Pour eux, j'étais toujours la même blague du dîner. La sœur qu'ils pouvaient oublier jusqu'à ce qu'il soit temps de faire une photo de famille. Celle qu'ils excluraient du discours, du diaporama, des emails de planification.
Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à construire un fantasme autour du jour parfait de Mathilde, j'avais été tranquillement en train de construire quelque chose à moi, quelque chose de solide, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas balayer d'un rire. Et le 10 juin, ils allaient enfin le voir, qu'ils le veuillent ou non. La plupart des gens pensent que la vengeance est bruyante, qu'elle s'accompagne de feux d'artifice, de cris, d'effondrements publics ou de révélations explosives qui laissent tout le monde haletant et chuchotant. C'est peut-être comme ça que ça marche dans les films. Mais dans la vraie vie, la meilleure vengeance est calme, patiente, précise. Il ne s'agit pas de faire un scandale, il s'agit de faire passer un message. Alors, quand j'ai dit oui à l'invitation au mariage de Mathilde, je ne l'ai pas fait par sentimentalisme. Je n'espérais pas qu'il change ou qu'il revienne à la raison ou même qu'il s'excuse de la façon dont il m'avait traité. Non, j'étais au-delà de tout ça. J'ai accepté l'invitation parce que j'ai vu une ouverture belle et poétique. La même famille qui m'avait traité pendant des années comme si j'étais moins que rien, sans importance, une note de bas de page dans leur photo de groupe brillante, organisait maintenant un événement de haut niveau dans un lieu où j'avais été invité à contribuer en coulisses pour une série de design national. Ils n'en savaient rien et je n'avais aucune intention de leur dire quoi que ce soit pour l'instant. La productrice, Kendra, m'a recontacté 2 semaines plus tard. Elle m'a dit que le lieu du mariage avait finalisé son cahier des charges stylistique, romantique vintage avec une touche moderne. Pensée bois sculpté à la main, ton de laiton chaud, accents floraux. Elle a demandé si je pouvais fournir 2 tables consoles centrales, des podiums personnalisés pour la cérémonie, et si possible, une causeuse vintage remise à neuf pour la zone de photo de la mariée. J'ai répondu, absolument. Elle a répondu 5 minutes plus tard. Vous êtes un sauveur et votre travail est magnifique. Nous nous assurons que votre nom soit sur tout. Ce message est resté ouvert dans ma boîte de réception pendant un moment. Je ne cessais de relire cette phrase. Votre nom est sur tout. Il filmait un épisode entier autour de ce mariage. L'équipe de production serait sur place pendant 3 jours. Interview, images d'illustration, préparation, démontage, et mon travail serait là à chaque seconde. Mes tables, mes détails, mon savoir-faire, et surtout, mon nom, non seulement sur une étiquette, mais dans le générique, à l'écran, reconnu. Le lendemain matin, je me suis mise au travail plus dur que je ne l'avais fait depuis des mois, peut-être des années. Je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pas posté de mise à jour en ligne. Je n'ai même pas dit à Arthur, bien qu'il ait remarqué que mon énergie avait changé et m'ait donné un pouce levé discret lorsque j'ai fini de poncer une base en acajou en un temps record. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant là-dedans. Planifier quelque chose en silence. Pas pour les applaudissements, pas pour la validation, juste pour moi. Chaque matin, je préparais mon café, j'allumais les lumières de mon atelier et je sortais les plans. Les tables centrales seraient en chêne récupéré poli à souhait avec des motifs floraux sculptés le long des pieds. Les podiums seraient en noyer foncé, lisse et anguleux, traditionnel mais audacieux. Et la causeuse, c'était ma pièce préférée. Je l'ai trouvée lors d'une vente domaniale à l'extérieur de la ville, un canapé style français des années 30 avec un cadre craquelé et du velours déchiré. Tous les autres étaient passés à côté comme si c'était une poubelle. J'ai vu un chef-d'œuvre caché sous la poussière. 3 semaines plus tard, il ressemblait à quelque chose sorti d'un catalogue de luxe. Velours vert profond retapissé à la main. Pieds ornementaux que j'avais sculptés et teints moi-même. Détails en laiton le long du dossier. Ce n'était pas juste un meuble. C'était une déclaration. J'ai imaginé Mathilde assise dessus pour ses photos de mariée et j'ai souri. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un appel inattendu. Kendra à nouveau. Salut, Clara, dit-elle, joyeuse comme toujours. Alors, une petite mise à jour. Nous aimerions filmer un court segment avec toi sur place. Juste une interview de 2 minutes sur ton processus et ton inspiration. Ça te va? Ma gorge s'est asséchée. C'était plus grand que ce à quoi je m'attendais. Oui, ai-je dit, essayant de ne pas paraître trop enthousiaste. C'est tout à fait bien. Super, a-t-elle répondu. On filmera ça vendredi matin avant l'installation. Super décontracté.
Juste toi, tes pièces, et un peu d'histoire. Les gens aiment voir le côté humain de l'artisanat. J'ai raccroché et je suis resté là au milieu de mon atelier, le cœur battant la chamade. Ce n'était plus juste un crédit en arrière-plan. C'était un segment complet, un coup de projecteur, et cela se passait au mariage de ma sœur. J'ai pensé en parler à quelqu'un. Pas à ma famille évidemment, mais peut-être à un ami ou à Arthur ou à ce client avec qui j'étais devenu ami par email et qui me demandait toujours des nouvelles de mon travail. Mais quelque chose m'a dit d'attendre, de garder ça pour moi. Laisser la révélation se produire naturellement. Si ma famille m'avait appris quelque chose, c'était comment rester silencieuse pendant que les gens vous coupent la parole. Maintenant, j'utilisais ce silence comme couverture. La veille du mariage, je suis arrivée au lieu avec mon camion rempli à ras-bord. J'avais emballé chaque table, chaque podium, chaque coin de cette causeuse dans des couches de tissu et de mousse. Aucun détail non protégé. Le lieu était magnifique. Un domaine au bord d'un lac transformé en espace événementiel. Des pelouses vertes étendues et de hauts buissons avec des terrasses en pierre et de hauts plafonds à l'intérieur. Parfait pour une photo. L'équipe de production était déjà là, occupée avec l'équipement de caméra et les lumières. Je me suis garée à l'arrière, j'ai déchargé et j'ai commencé à installer pendant que la planificatrice criait des ordres aux fleuristes et aux traiteurs. « Vous êtes Clara ?» a demandé l'un des producteurs, un presse-papier à la main. J'ai hoché la tête. Elle a souri. Kendra a dit que vous étiez la personne à surveiller. Ils filmeront votre interview vers 11h demain. Soyez juste prête. Absolument. J'ai trouvé mes espaces assignés et j'ai soigneusement mis en scène les pièces. Les tables flanquaient l'entrée principale de la zone de cérémonie, habillée de compositions florales qui sentaient encore la rosée du matin. Le podium se tenait près de l'autel où Paul ferait ses vœux. Et la causeuse, la causeuse, était placée sous une arche florale, en plein centre de la salle de réception, entourée de lumière douce pour les séances photos. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de mariage, et elle était entièrement à moi. Je suis restée tard, prétendant vérifier à nouveau les mesures, mais la plupart du temps, je voulais juste être seule avec l'espace pour voir comment les gens réagissaient à mon travail sans savoir que c'était le mien. La planificatrice est passée et s'est arrêtée. Ces tables sont magnifiques, a-t-elle murmuré pour elle-même. Un des caméramens a hoché la tête. C'est tout sur mesure. Le gars est légitime. Enfin quelque chose qui n'est pas fabriqué dans un entrepôt. Je me tenais à l'écart, les bras croisés, le cœur battant silencieusement. Je ne suis pas intervenue, n'ai rien dit parce qu'il le saurait bien assez tôt. Le matin du mariage, je suis arrivée tôt dans un costume propre et des chaussures cirées. Pas de fioritures exagérées, juste assez pour me fondre dans la masse. J'avais un badge de l'équipe de production avec mon nom dessus, Clara Blake, artisane, et un créneau horaire pour l'interview. C'était surréaliste. J'ai passé devant l'espace de réception et j'ai aperçu ma causeuse déjà utilisée. Un groupe d'invités prenait des photos dessus, riant, souriant. Aucun d'eux ne savait que je l'avais construite à partir d'éclats et de pourritures. J'ai trouvé Kendra près de l'équipe de caméra et j'ai fait un signe de la main. Parfait timing, m'a-t-elle dit en me conduisant vers un coin où ils avaient installé un éclairage doux et un tabouret. On commence à filmer dans 5 minutes. Parle simplement avec ton cœur. Je l'ai fait. L'interview s'est déroulée sans accroc. J'ai parlé de pourquoi je me suis lancée dans la restauration, ce que j'aimais dans les pièces vintage, comment chaque cicatrice et chaque égratignure racontait une histoire. J'ai été honnête, terrax en grave terre, n'essayant pas d'impressionner, juste essayant d'être moi-même. Quand nous avons terminé, l'équipe a applaudi doucement et l'un d'eux a dit « Mec, c'était génial. Tu as une vraie présence. » J'ai hoché la tête, les ai remerciés et je me suis dirigée vers un coin du jardin, juste à temps pour voir Mathilde arriver. Elle est sortie d'une voiture argentée et élégante dans une robe à bordure de dentelle, entourée de demoiselles d'honneur, de photographes et de ma mère. Ils ne m'ont pas vue, mais je les ai vus. J'ai regardé comment elle riait, posait et dirigeait les gens comme si c'était leur plateau de tournage personnel. Et puis, juste au moment où Mathilde se tournait vers l'entrée, elle a vu les tables. Son visage s'est légèrement incliné. Puis elle a vu la causeuse.
Ses yeux se sont plissés. Elle s'est tournée vers ma mère et lui a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre, mais j'ai vu ses lèvres bouger. Puis ses sourcils se sont froncés. Ma mère a suivi son regard, l'air vaguement perplexe, et c'est là que le premier domino est tombé. Cela n'a pas pris longtemps. Vers midi, les invités ont commencé à arriver. Les gens ont commenté la décoration, les touches personnalisées, la façon dont les éléments vintage rehaussaient l'esthétique globale. Quelques-uns ont même demandé d'où venaient les pièces. Puis quelqu'un a signalé les crédits. Sur une table près de l'entrée de la réception, l'équipe de production avait placé une carte d'affichage imprimée avec soin, artisan Clara Blake. Conception de meubles, restauration et ébénisterie personnalisée, comme on le voit dans la prochaine émission spéciale de la chaîne, Héritage moderne. C'était là, en plein centre. J'ai vu ma mère le remarquer en premier. Elle s'est figée. Puis elle a murmuré quelque chose à mon père. Julien avait l'air confus. Mathilde. Elle a fixé le panneau comme s'il l'avait personnellement insulté. Elle s'est retournée, a balayé la foule, et finalement ses yeux ont trouvé les miens. J'ai juste souri. Un sourire calme et entendu. Le genre que vous donnez quand vous arrêtez enfin de jouer à leur jeu et que vous commencez à jouer le vôtre. Mathilde a été la première à m'approcher. Pas immédiatement. Non. Elle a attendu que la cérémonie soit terminée, que les vœux soient prononcés avec une précision digne de Pinterest, et que les invités aient été conduits à la salle de réception. Elle avait souri pendant tout le temps, les lèvres serrées, les yeux se tournant vers moi plus d'une fois comme si elle n'arrivait pas à croire que je n'avais pas disparu dans les murs. Je suis resté en retrait, près de l'équipe de production, sirotant un Perrier, et regardant depuis les coulisses comme si je n'étais personne, juste un autre fournisseur, un fantôme. Mais au moment où la foule s'est calmée et que les caméras ont commencé à capturer la beauté mise en scène de la soirée, elle a fait son mouvement. Elle s'est approchée avec un sourire de circonstance, toujours dans sa robe, sa traîne traînant légèrement derrière elle comme si elle coûtait plus que mon loyer. « Clara » a-t-elle dit, doux et tranchant comme un compliment enveloppé dans un avertissement. « On peut parler une seconde ?» J'ai levé lentement les yeux. « Bien sûr. » Elle m'a emmené dans un coin tranquille derrière la tente de réception. Dès que nous étions hors de vue des invités et des photographes, son sourire est tombé comme un rideau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle sifflé. J'ai cligné des yeux, feignant l'ignorance. « Le mariage ? Tu sais très bien de quoi je parle ? » Sa voix s'est faite plus basse, pleine de panique. « Pourquoi tes trucs sont partout dans ce lieu ? » Des trucs, ai-je répété, regardant vers les meubles que j'avais passé des semaines à restaurer. Tu veux dire les tables centrales, les podiums, la causeuse sur laquelle chacun de tes invités a déjà posé ? Elle a croisé les bras. Ne sois pas impertinente avec moi. Tu sabotes mon mariage. J'ai ri une fois doucement. Sabotage. J'ai construit la moitié de cet endroit, Mathilde. Au contraire, je l'ai sauvé. Elle m'a regardé comme si je venais de me faire pousser deux têtes. As-tu planifié ça ? Savais-tu que l'équipe présenterait ton travail ici ? J'ai croisé son regard, calme comme un lac immobile. Ils m'ont contacté par l'intermédiaire d'un client. Je n'ai pas mentionné ton mariage du tout. J'ai juste accepté le travail. Ce n'est que lorsqu'ils m'ont donné la date et le lieu que j'ai réalisé pour qui c'était. Sa mâchoire s'est contractée. J'aurais pu dire non, ai-je ajouté, mais je ne l'ai pas fait parce que pourquoi l'aurais-je fait ? Elle n'a pas répondu. Et j'aurais pu te prévenir, ai-je continué. Te dire que j'étais impliquée. Mais j'ai pensé que ce serait plus amusant comme ça. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Je ne suis pas là pour gâcher ta journée, Mathilde, ai-je dit, m'approchant un peu. Je suis là parce que j'ai ma place ici. Parce que pour une fois, mon travail est apprécié, reconnu, célébré. Et tu sais quoi ? Tu n'as pas le droit d'effacer ça. Elle a regardé autour d'elle, espérant probablement que quelqu'un l'interromprait. Personne n'est venu. Tu m'as dit de mentir sur ce que je faisais, ai-je dit. Pour ne pas avoir l'air pathétique. Mais maintenant, tout le monde à ton mariage s'extasie sur mes créations, prend des photos, demande de mes nouvelles, y compris la planificatrice de mariage et 3 invités qui ont déjà demandé ma carte. Je me suis légèrement penchée.
Alors si tu es gêné, peut-être que ce n'est pas moi qui t'embarrasse. Elle m'a regardé, le visage impassible. Je me suis tournée pour partir mais je me suis arrêtée. Oh, et félicitations, d'ailleurs. Belle cérémonie. Puis je suis retournée dans la salle de réception, la laissant debout dans l'ombre de son propre jour parfait. Ça ne s'est pas arrêté là. Vous voyez, la chose amusante avec le fait d'être présenté dans une émission télévisée nationale lors du mariage de quelqu'un d'autre, c'est que les gens remarquent. Au moment où l'épisode a été diffusé un mois plus tard, j'avais déjà 3 nouvelles commandes de réservées. Pas de n'importe qui, des noms réels. Une blogueuse de design à Los Angeles, une propriétaire d'hôtel-boutique dans le Maine, une décoratrice de plateau de cinéma à Toronto. Chacun d'eux avait vu un aperçu que la chaîne avait publié sur ses réseaux sociaux, mettant en avant mon travail et cette fameuse causeuse en velours vert. Vous avez de l'œil, m'a dit la blogueuse. Dans l'histoire, je n'ai pas contesté. J'ai agrandi mon atelier, embauché une assistante, et j'ai même été approché par un éditeur pour écrire un court livre de table basse sur l'art de la restauration et la narration à travers les meubles. Cela semblait surréaliste mais pas immérité. Plus mon nom circulait, plus je réalisais à quel point j'avais peu besoin de la validation que je courais après autrefois. Puis est arrivé l'appel de ma mère. Elle n'a pas commencé par des excuses. Cela aurait nécessité une réflexion. Au lieu de cela, elle a dit, « Nous avons vu l'épisode. » Très bien fait. Surpris que tu n'aies pas mentionné Mathilde ou la famille du tout. Je suis restée silencieuse un instant. Puis j'ai dit, « Pourquoi l'aurais-je fait ?» Elle a soufflé. « Eh bien, nous sommes ta famille. »« Le sommes-nous » ai-je demandé calmement. « Parce que vous m'avez traité plus comme une embarrassante qu'un fils. Et quand vous avez eu l'occasion de me soutenir, vous avez choisi de rire au lieu de cela. » Son ton a changé. Défensif. « Ce n'est pas juste, Clara. Tu as toujours été sensible. »« Non, ai-je dit, j'ai toujours été respectueuse. » Vous avez confondu mon silence avec de la faiblesse. Une autre pause. Puis sa voix s'est adoucie. Ton père veut organiser un dîner. Réunir tout le monde. Recommencer à zéro. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, regardant autour de mon atelier. Mon espace, mon entreprise, ma vie. Je ne crois pas, ai-je dit. Quoi? Je ne suis pas intéressée à recommencer. J'ai déjà recommencé sans vous, Clara. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Mais je ne vais pas continuer à mettre le feu à mes propres vêtements juste pour garder les autres au chaud. Et puis j'ai raccroché. Les répercussions sont arrivées lentement. Julien m'a envoyé un SMS une fois, un message à moitié sincère sur le fait d'être impressionné, suivi d'une blague sur le fait de faire enfin quelque chose d'utile. Je n'ai pas répondu. Sa femme m'a identifié sur Instagram avec une légende comme si elle avait toujours cru en moi. J'ai supprimé le tag. Quant à Mathilde, silence radio, mais la nouvelle circule. Un ami commun m'a dit que la vidéo de son mariage avait été retardée parce que le couple ne voulait pas inclure trop d'images des meubles non approuvés, mais il était trop tard. Le lieu l'avait partagé. Le magazine l'avait partagé. Même les nouvelles locales en ont parlé lorsque l'épisode a été diffusé. Son mariage a peut-être été son grand jour, mais c'est mon nom que les gens ont retenu. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une invitation par la poste. Mathilde et Paul organisaient une fête pour leur pendaison de crémaillère dans leur nouvelle maison en banlieue. Grande police cursive, bordure blanche et or. Mon nom en bas à nouveau. Cette fois, je l'ai jeté à la poubelle sans lire le reste. Je n'avais plus besoin d'y aller. Je l'avais déjà fait dans tous les salons qui avaient regardé cet épisode. Dans chaque maison qui possédait désormais une pièce de mon travail, dans chaque article qui mentionnait mon nom à côté de mots comme magistral, authentique et la personne à suivre. La vengeance n'est pas venue avec du feu et de la fureur. Elle est venue avec de la concentration, avec de la patience, avec le savoir qu'on n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il faut juste laisser son travail parler pour soi. Et le mien parlait plus fort que n'importe lequel d'entre eux ne l'aurait jamais fait.